Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être là pour cette conférence. Voilà, je fais une petite présentation de l'IPH, de là où vous êtes, donc l'Institut de Paléontologie Humaine, et après je laisserai la parole à Madame Joffre. Donc l'Institut de Paléontologie Humaine, c'est une fondation, elle date du début du XXe siècle, et elle a été créée par Albert Ier, le prince de Monaco, et vous voyez sa dédicace juste au-dessus de l'écran. Et il a dédié ce monument à l'étude de l'homme préhistorique. Donc dans toutes ces dimensions, donc ça va être autant morphologique que culturel, donc ça va être les ossements, l'industrie lithique, l'industrie osseuse, etc., etc. Et depuis maintenant 115 ans, 116 ans maintenant, depuis 1910, l'Institut de Paléontologie Humaine accueille des recherches et finance des recherches en paléontologie, en préhistoire en général. Désormais, on accueille de plus en plus de recherches, par exemple, en environnement ou ce genre de choses, toujours liées avec la préhistoire. Et on a le grand plaisir d'accueillir Nathalie Joffre, donc artiste que vous connaissez toutes et tous, j'espère, et que vous allez bientôt découvrir. Merci. Et on a le plaisir de la recevoir pour une conférence à propos de Lascaux. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Paul. Bienvenue à toutes et à tous. Merci pour votre ponctualité. Alors, je remercie l'IPH pour cette invitation. On est dans un lieu scientifique, donc c'est toujours impressionnant et intéressant pour une artiste de venir parler dans un lieu qui a une telle histoire. Je remercie aussi Denis Tox, qui est un préhistorien qui n'est pas là ce soir, mais qui a eu la très bonne idée de me présenter l'IPH, et tous mes partenaires et toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, je vais vous parler de Lascaux. Alors, je ne vais pas vous faire une conférence scientifique sur Lascaux, évidemment, ce n'est pas mon rôle là, mais je vais vous raconter, avec des images et des œuvres, ce que j'ai appelé « Revoir Lascaux ». Pourquoi revoir Lascaux? Parce qu'en 2019, juste avant le Covid, en tant qu'artiste, j'ai traversé une sorte de crise. Alors, les artistes ont fait beaucoup des crises. Une crise sur le rôle que j'avais en tant qu'artiste qui fabrique des images. Donc à la base, moi j'ai fait de la photo et de la vidéo. Et c'est vrai qu'on était dans un moment, c'est encore pire aujourd'hui, où il y a un flux d'images qui est déversé au quotidien devant nos yeux. Et je me posais la question, un peu bêtement, mais à quoi ça sert pour moi de continuer à abreuver le monde de nouvelles images? Donc c'était une crise assez profonde, et ça ne va pas en s'améliorant avec l'intelligence artificielle. J'ai eu l'intuition et une envie très physique de revenir dans les grottes. Alors pourquoi revenir? Parce qu'il y en a qui n'y sont jamais allés, mais moi j'ai eu la particularité de grandir en Dordogne, au milieu des grottes préhistoriques. J'ai passé mon enfance à les chercher. J'ai été nourrie d'un imaginaire préhistorique, puisque en Dordogne, les enfants cherchent des silex le week-end. Voilà. Donc ça fait vraiment partie de ma formation d'artiste et aussi de mon imaginaire d'enfant. Et donc ce retour à Lascaux, pour moi, c'était un besoin vraiment de revenir à la source de ces premières images, parce que j'ai vraiment aussi été mise en contact avec l'art par les images préhistoriques. Pourquoi Lascaux? Alors Lascaux, ça paraît un peu évident parce que c'est très connu. Lascaux, c'est l'imaginaire de cette grotte qui m'a beaucoup parlé. Comme je vous dis, il y a un rapport à l'enfance. Vous connaissez peut-être comment Lascaux a été découverte. C'est une histoire qui est assez romanesque. Donc ce sont 4 enfants dans les années 40 qui se baladent dans la campagne et qui découvrent un trou dans la campagne avec leur chien, et qui, d'un coup, il y a une apparition incroyable de ces peintures qui datent de milliers d'années. Et donc c'est ce mythe-là, cette mythologie-là qui m'a attirée, moi, en tant qu'artiste. C'est vraiment le côté romanesque de cette histoire. Alors, je suis artiste, donc très concrètement, après avoir réfléchi, j'ai pris mon matériel, j'ai pris ma voiture et je suis partie à Lascaux, très concrètement. Donc je suis partie avec mon appareil photo, ma caméra, et me voilà à Lascaux. Donc mon retour, voilà ce que je trouve. Ça, c'est le Centre international d'art pariétal, donc peut-être que certains d'entre vous y sont allés. C'est aujourd'hui, on est au pied de la colline où se trouve la grotte originale. Et donc c'est un très beau bâtiment d'architecture contemporaine. Et donc ça a été un choc pour moi, parce que je n'y étais pas revenue depuis très longtemps. Et voilà ce qui apparaît à mes yeux. Alors moi, j'avais tout mon imaginaire de ces enfants dans la campagne, de cette grotte cachée, de ces secrets.
Et là, voilà ce que je trouve. Donc, je ne porte aucun jugement sur cette architecture, mais pour moi, ça a été un choc. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, Lascaux, c'était un monument qui avait été sanctuarisé, institutionnalisé, et qui avait quelque chose de complètement écrasant, en fait, et impressionnant pour moi de m'attaquer à ça, en fait, finalement, à ce centre voilà, de l'art pariétal qu'on appelle aussi la chapelle Sixtine de la préhistoire. C'est pas rien. Donc, je décide de continuer un peu plus loin sur la route. Donc sur la route, quand je vous fais le parcours, juste après ce très beau bâtiment, on est au pied de la colline. Et au pied de la colline, donc Lascaux est dans la colline, il faut parcourir une route qui monte. Donc il y a un petit côté, voilà, on a une forme d'approche un peu lente jusqu'au sommet de cette colline. Et au sommet de cette colline, on a la porte d'entrée de la grotte originale, ça je le savais, et puis l'entrée et l'accès à Lascaux 2, donc la première réplique la plus connue qui a été faite par une artiste qui s'appelle Monique Pétral. Donc je savais qu'on pouvait aller jusqu'en haut de la colline, et je me dis, en fait, c'est ça l'endroit où il faut que j'aille, c'est cette colline. Et en bas de la colline, donc ça c'est après avoir passé un petit peu de temps déjà à marcher sur cette colline, donc il y a des arbres, c'est très beau, c'est très bucolique. Je redescends et là m'apparaît cette image, enfin je fais cette image, qui sera une des seules photos que je vais faire au début du projet, qui est la colline de Lascaux qui disparaît sous le brouillard. Parce qu'en fait, il y a la vallée de la Vézère, et on a le soir une brume comme ça, un brouillard. Et j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a frappée. J'avais besoin de faire cette image, et je l'ai appelée « Disparaître ». Et finalement, l'idée de la disparition, elle est arrivée assez vite comme une évidence. C'est-à-dire que j'ai compris que pour voir Lascaux, si j'arrivais à la voir, il allait falloir accepter qu'elle allait disparaître. Alors, ça, c'est la première installation que j'ai faite autour du projet, qui s'appelait Disparaître. Donc, c'est une installation qui a été réalisée dans une abbaye qui s'appelle l'abbaye de Brantôme, qui est en Dordogne aussi, qui est une abbaye très importante pour moi par rapport à mon enfance. Donc, c'est pour ça que je voulais exposer là-bas. Et donc, je me suis un peu amusée à mettre tous ces tapis rouges en désordre. Donc ils deviennent un peu fous. Et pour moi, donc ils sont exposés avec la photo que vous avez juste avant. Et il y a cette idée des tapis rouges qui sont un peu ces grands... les tapis rouges, c'est un symbole aussi d'honneur, de pouvoir. Donc voilà, pour moi, c'était le symbole de ce que j'avais vu avec Lascaux 4 qui m'impressionnait beaucoup. Et je voulais les faire un peu dérouter. Je voulais que ces tapis deviennent un peu fous. Et c'était une façon pour moi de dire, il faut que je trouve une autre route. Lascaux 4, les répliques, ça ne sera pas ma route pour accéder à la grotte, il faut que je trouve une autre façon d'y aller. Alors, je continue sur la colline. Donc, sur la colline, la première chose que je vois, donc je me balade régulièrement, donc pendant un certain temps, je erre vraiment sur cette colline. Et puis, la première fois que j'y vais, ce qui est très intéressant, c'est que je me trouve face à une porte. Donc, pour ceux qui y sont allés, ils savent très bien, il y a marqué interdiction d'entrée. Donc ça commence bien, et il y a un grillage tout le long qui enclave en fait toute la partie où se trouve la grotte originale. Et donc moi ça me fascine évidemment parce que c'est là où je veux aller, mais je peux pas y aller. Donc il y a une espèce de tension et de désir en fait de rentrer qui est très enfantin en fait. On a envie de pas obéir à ce qu'on nous dit. Donc je photographie de manière un peu simple cette impossibilité d'avoir accès. Donc je m'amuse à filmer à travers le grillage, et là vous allez voir ce qu'on voit là-bas, c'est l'entrée de la grotte. Enfin, on voit pas très bien, mais c'est la structure en fait, et en bas il y a l'allée et puis il y a la porte. Donc il y a vraiment ce côté un peu, je suis un peu cachée et puis je m'amuse à errer autour. Et puis je commence à me dire qu'il va falloir que je trouve une façon de créer des choses, de rentrer en contact. C'est vraiment l'idée de rentrer en contact avec la grotte. Donc je fais cette deuxième photographie. Je me balade dans des endroits où effectivement on n'a pas vraiment le droit d'y aller. Donc il y a un bois en fait où il y a beaucoup de mesures qui sont faites sur les arbres parce qu'il y a tout un tas de mesures qui sont liées à la conservation de la grotte. Donc les arbres aussi sont protégés. Je vais quand même dans les endroits où on n'a pas le droit d'aller. Ça fait partie du petit plaisir. Et donc je commence à photographier un petit peu la nature, les arbres autour. Mais vite je me rends compte que ça va
voilà, dans le processus, c'est pas là où je dois aller, mais c'est quand même ma première approche. Je rencontre aussi, donc comme je vous dis, l'idée de contact, elle est importante pour moi. En fait, je veux rentrer en contact avec cette grotte. Comment faire? Donc la deuxième façon de faire, donc je me balade et puis j'essaie de rencontrer des gens qui sont, eux, en contact physique avec la grotte. Donc au fil de mes discussions, j'ai la chance de rencontrer la personne qui est technicienne scientifique et qui régulièrement, je crois que c'est 2 fois par semaine, je ne me rappelle plus exactement, se balade dans la grotte pour faire des mesures. Donc je discute beaucoup avec elle et je commence en fait une collecte d'interviews qui s'appelle Lettres à nos cavernes, qui est encore en cours, où j'interviewe comme ça les gens qui vont dans les grottes, qui vont dans les sites préhistoriques, et j'essaie de les faire parler sur leur relation à ces lieux. Et elle me dit, alors j'aime beaucoup ce qu'elle m'a dit, je suis rentrée dans la grotte après ces mois de confinement et comme d'habitude, j'ai salué les peintures. Et là, je me suis dit, elles nous ont bien eues, elles nous survivront, c'est sûr. Donc là, je comprends en fait, en parlant avec elle, qu'elle n'est pas la seule à me parler de la grotte comme ça. Pour eux, c'est un être vivant, la grotte. Donc en fait, ils parlent aux peintures, il y a une relation très personnalisée en fait avec ce lieu. Et donc ça m'intéresse beaucoup. Donc je continue ma balade sur la colline. Alors c'est pas en une fois, hein, j'y reviens plusieurs fois. Et puis il y a le Covid au milieu, donc j'y reviens par intermittence. Et je me dis aussi, étant donné que j'ai bien compris, donc je ne vous l'ai pas dit, mais c'est évident, la grotte est fermée depuis 1963, je n'irai jamais. J'ai essayé, j'ai tenté de poser la question. Clairement, c'est complètement impossible aujourd'hui de rentrer dans cette grotte, y compris pour beaucoup de scientifiques qui travaillent sur le sujet. Donc je me dis, bon, maintenant que j'ai fait le tour un petit peu de cette colline, je vais regarder ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui peut m'intéresser? Donc je commence à collecter. Donc moi j'ai une pratique vraiment d'archives. Donc il y a les photos, il y a les interviews, et puis je me dis je vais collecter ce qu'il y a par terre. Voilà. Donc je commence à ramasser dans des petits sacs que je ramène dans mon atelier à Paris des pierres, du sable, de la terre, des morceaux de bois, des feuilles. Donc là vous voyez des exemples. Donc il y a des couleurs parce que j'ai cette photographie par exemple, je l'ai faite dans l'atelier. On est pendant le Covid, j'ai tout un tas de collectes à l'atelier. Et j'essaie de créer des images à partir de ce que j'ai ramené de la grotte. Mon idée, c'est toujours ce besoin de rester en connexion avec la grotte en tant que corps, qui est quelque chose de contact physique. Donc j'ai besoin de cette matérialité pour rester en contact. Donc là, c'est d'autres images. Donc ce sont vraiment des choses que je vais aller chercher par terre. En fonction des saisons, ça peut changer. Et il y a aussi dans la démarche de la collecte, pour moi, toujours ce rapport à l'enfance dont je parlais au début, parce que pour continuer sur l'histoire de la découverte de la grotte, quand les 4 adolescents ont découvert la grotte, on sait qu'à l'entrée, il y avait un éboulis qui a été étudié. Donc il y avait plein de petits objets, dont certains sont exposés au musée de la préhistoire, mais d'autres ont été perdus, qui étaient dans cet éboulis. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait? On n'en sait rien. Et alors moi, cet endroit-là, où on ne sait pas ce qui se trouvait au moment où ils l'ont trouvé, les enfants, et ce qu'on peut en voir aujourd'hui, moi, cette zone-là, elle m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, on peut tout imaginer. On peut imaginer qu'il y avait des choses incroyables qu'ils ont cachées dans leur table de nuit, il y a des choses qu'ils ont peut-être données à d'autres personnes, on n'en sait rien. Et c'est cet endroit-là, pour moi, qui est un espace très intéressant en tant qu'artiste à explorer. Donc là encore, une composition d'atelier. J'adore cette image, pas tant en tant qu'œuvre, mais plus en tant qu'archive de recherche. Il s'avère qu'un ver de terre m'avait accompagnée. Donc quand j'ai ramené mes petits sacs à l'atelier, je me suis aperçue qu'il y avait un ver de terre qui était resté dans les petits tas de choses que j'avais avec moi, et j'ai trouvé ça symboliquement très intéressant. Donc je l'ai relâché évidemment, mais je l'ai photographié, je l'ai filmé aussi. Et pour moi, le ver de terre, c'est aussi ce symbole du contact qu'il peut y avoir avec ce qui est invisible et ce qui est dans les profondeurs. Donc c'est vraiment aussi le rapport avec cette grotte cachée. Alors là, je vais vous montrer une première œuvre. Donc, comme je vous disais, ce rapport avec la collecte et cet état d'esprit de l'enfant qui va être attentif à ce qui l'entoure et qui va aller glaner des choses
sans vraiment réfléchir à ce qu'ils glanent en fait, de manière très intuitive. C'est un peu ce que j'ai fait avec cette œuvre qui s'appelle Cachette. Donc Cachette, c'est une installation, c'est un meuble qui peut faire penser à un meuble d'écolier. J'ai rajouté de l'encre noire là que vous voyez, mais aussi à un meuble, peut-être une table de nuit ou un meuble d'une chambre. On peut y voir beaucoup d'usages différents. Et dedans, vous pouvez y trouver, donc c'est un meuble évolutif, donc c'est un instant T qu'il est comme ça, des choses que j'ai glanées, des choses que j'ai transformées. Donc il y a des pierres que j'ai emplâtrées, qui sont des pierres vraiment que j'ai trouvées sur la colline. Il y a un petit escargot là-bas, une coquille d'escargot que j'ai emplâtrée. Il y a mon livre de chevet dont je parlerai après qui s'appelle Bataille à Lascaux, qui est le livre qui m'a accompagnée pendant toute ma recherche, de Daniel Fabre. Il y a une reproduction d'une partie de la grotte de Lascaux là que vous voyez en 3D. Voilà, donc il y a tout un tas de petites choses qui sont archivées dans ce meuble, à la manière peut-être à la fois d'un cabinet de curiosité, même si ce n'est pas vraiment le terme que j'utiliserai, et dans cette idée de l'enfance qui est très attentive à plein de petites choses et qui les rassemble de manière intuitive. Ensuite, il y a aussi une image que je voulais vous montrer, c'est l'image de cette pierre, parce qu'elle a été très importante dans cette constitution d'archives. Donc je constitue une archive à partir de mes propres photos, à partir de ce que je glane dans la nature, et puis parfois je tombe sur des images ou des choses, des phrases par exemple, dans des documents scientifiques. Donc je passe beaucoup de temps à glaner dans les archives scientifiques. Je ne les lis pas de manière scientifique, je les regarde comme voilà, des endroits d'inspiration. Et là, j'ai eu la chance, je crois que c'était en 2021, parce que je date tout ce que je trouve, un peu comme 2020, le 20 avril 2020. Je tombe sur un rapport de fouille de Arlette Leroy-Gourand sur les bois de Lascaux. Et puis en regardant le rapport de fouille, je trouve cette image. Alors, elle est un peu petite, mais en fait, c'est une feuille de noisetier qui a été fossilisée et qui a été trouvée dans l'éboulis de la grotte. Et pour moi, c'est une image magnifique parce que c'est vraiment la fragilité de la feuille qui est devenue pierre. Donc j'ai trouvé que c'était elle m'a paru évidente. Il fallait que je la garde et que j'en fasse quelque chose. Et toutes ces images-là, donc j'en ai 3, je les ai appelées mes apparitions. Le terme d'apparition, pour moi, il est très important autour de la grotte de Lascaux, puisque donc Georges Bataille, qui a beaucoup écrit sur la grotte de Lascaux, utilise vraiment ce terme d'apparition quand il parle de ces enfants qui arrivent dans la grotte et qui voient ces peintures magnifiques. Il dit c'est une apparition, donc il y a une dimension quasi sacrée dans ce qui se passe à ce moment-là. Et je pense que moi, c'est ce que je cherchais un petit peu en revenant à Lascaux. Je ne sais pas si ça m'est arrivé, mais en tout cas, j'ai eu des mini-apparitions, des petites apparitions, et cette image-là, pour moi, c'en était une. Donc, j'ai appelé cette série Nevermore. Nevermore, c'est un poème de Verlaine, et ça veut dire jamais plus. Pourquoi jamais plus? Parce que pour moi, une apparition, ça arrive qu'une fois. Voilà. Et sur chacune des photos, je redessine à l'encre blanche. Donc, vous voyez, ces lignes, en fait, ce sont des mélanges de toutes les archives dont je vous parlais. Donc, ça peut être des contours de dessin de la grotte, ça peut être des contours de branches que j'ai photographiées. Voilà, toutes les lignes se recroisent en fait. Et c'est comme ça que mes archives finalement reprennent vie. Voilà, on voit bien les dessins là, sur le verre. Alors, il y a eu quand même un événement majeur, on va dire, dans ma recherche. Donc, je travaille sur des temps longs. Sur la préhistoire, on ne peut pas faire autrement. Là, avec le Covid, ça a été d'autant plus long. Et j'ai eu la chance assez vite. Donc, c'est vrai que j'étais un peu déroutée par, comme je vous disais, le fait de ne pas pouvoir avoir accès à la grotte. Et en même temps, ça a été le moteur de mon travail, cette dimension de disparition, d'invisibilité. Et j'ai eu la chance très vite de faire la découverte, alors la découverte, c'est pas moi qui les ai trouvés, mais en tout cas en tant qu'artiste, de calques. Alors ces calques, ce sont les calques archéologiques qui ont été réalisés par un préhistorien qui s'appelle André Glory. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ces techniques de relevé sur calque, ce sont des relevés archéologiques qui sont effectués, vous voyez bien cette image qui l'explique bien. Alors,
à même la paroi à l'époque. Donc, il faut imaginer que l'abbé Glory passe ses nuits pendant 10 ans jusqu'à la fermeture de la grotte à, on peut dire, dessiner ce qu'il y a sur la paroi. Là, on voit, en fait, ce ne sont pas des calques qu'il utilise au départ. Je me suis renseignée, c'est du cellophane. Alors peut-être s'il y a des experts, ils pourront me confirmer. Et ensuite, parce que le calque, c'est très compliqué de repasser, pour avoir essayé, de repasser par-dessus quand il y a du volume. Et ensuite, le cellophane est reporté sur des grandes feuilles de calque. On le voit là. Il est au travail, donc il est en train de reporter ce qu'il a emprunté à la grotte. Ce qui est intéressant avec ces calques, alors je vais vous montrer, donc vous voyez déjà à quel point ce sont des documents impressionnants. Il a relevé plus de 1500 motifs qui sont gravés dans la grotte. Donc, ce qui est intéressant avec ces relevés-là, c'est que c'est une partie de la grotte de Lascaux que peu de gens connaissent, puisque ce sont des gravures. Et en plus, comme ce sont des gravures, elles sont très difficiles à voir. C'est-à-dire que si vous allez visiter Lascaux 4, pour vraiment bien voir les gravures, il faut avoir quelqu'un qui va avoir une lampe torche qui va vous montrer, parce que ça ne se voit qu'en volume, contrairement aux peintures. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée, c'est que je découvrais avec ces calques une grotte invisible. Donc je vais vous montrer le moment. Donc ça c'est... Donc j'ai filmé le moment d'apparition, j'ai beaucoup de vidéos de ce moment-là. Donc là, on est à la médiathèque du patrimoine et c'est la première fois depuis des dizaines d'années que les conservateurs déroulent ces calques. Finalement, ils étaient un peu, on va dire, ils étaient moins regardés, donc ça faisait très longtemps qu'eux-mêmes ne les avaient pas vus. Donc c'était un moment très, très fort pour les conservateurs aussi. Comme vous voyez, ce sont des palimpsestes de lignes assez indéchiffrables par endroits, et on voit une superposition comme ça de ces traits au crayon à papier qui ont été reportés donc par André Glory. Donc c'est un vrai travail graphique en fait qu'il a réalisé là et qui est gigantesque, puisque en termes de volume, de superficie, on est sur 120 mètres carrés de calque. Donc il faut imaginer le travail incroyable de cet homme-là. Et moi, ça m'a beaucoup touchée aussi, la dimension physique du travail de l'archéologue. Et il a fallu que je retrouve aussi dans ma façon de travailler avec ces calques. Donc pour moi, ça a été l'apparition. Voilà. C'est l'apparition de la grotte de calque, la grotte de papier, qui est finalement une porte d'entrée beaucoup plus artistique et peut-être fragile que ce que je vous montrais tout à l'heure, cette espèce de grand bâtiment très impressionnant. Donc on est vraiment dans, j'ai l'impression d'être entré en contact avec la grotte à ce moment-là. Et pour travailler à partir de ces documents, ce que j'ai fait, c'est que je les ai photographiés. Donc au début, comme j'étais aussi un petit peu décontenancée par le volume de ces archives, et puis le côté vraiment palimpseste, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où regarder, il y en a partout, des lignes. Je me suis dit, il va falloir que je les photographie, je les ai filmés de manière assez obsessionnelle, donc j'y suis revenue pas mal. On les a scannés aussi, et je me suis dit, à un moment donné, je vais faire quelque chose avec ces images. Mais en tout cas, au départ, la photographie, c'était juste une étape. Il n'y avait pas d'envie. Je me suis dit, ça ne suffit pas. Vraiment, ça ne suffira pas de garder juste une image de ces calques. Comme photographier la grotte, si j'avais pu avoir accès, je ne pense pas que ça m'aurait suffi. En tout cas, ça n'aurait pas résolu l'envie que j'avais de rentrer en contact. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de passer par un médium que je n'avais pas l'habitude d'utiliser, puisque moi, comme je vous disais, je suis photographe et vidéaste à la base. Et je me suis mis à faire des choses beaucoup plus avec les mains. Ça m'est venu de manière totalement intuitive. Et après, j'ai trouvé, pour expliquer pourquoi j'avais travaillé comme ça, pour la première fois de ma vie, une citation de Michel Julien, qui a écrit beaucoup sur la grotte de Combarel, qui est un écrivain passionnant, qui dit « À croire que les entailles de cette grotte refusent le procédé photographique, elles obligent au dessin, comme s'il fallait en passer par la reproduction du geste originel pour qu'un souffle reprenne. » Donc moi, vraiment, je pense que c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis dit, la photo, tu ne vas pas y arriver avec la photographie. Donc j'ai commencé à créer des paysages
que j'ai appelés les paysages post-archéologiques, qui sont des paysages de plâtre. Donc c'est une couche d'aluminium et après du plâtre par-dessus. Et ensuite, je recrée des pigments qui colorent en fait la surface de ces paysages. Ce sont des paysages purement fictifs, ils n'existent pas. Ils n'ont pas été forcément inspirés, enfin, ce n'est pas des copies de la paroi de la grotte, on me demande souvent. C'est vraiment voilà, complètement imaginaire. Et à partir de ça, j'ai voulu redessiner sur ces paysages des morceaux de calque. Donc en fait, j'ai reproduit certains bouts des calques que j'avais photographiés sur des calques que j'ai repositionnés de manière, comme une composition en fait, sur ces différents volumes. Et ensuite, par décalcage, en fait, je les ai regravés dans la matière, donc dans ces paysages fictifs. Et donc, j'ai appelé cette œuvre les paysages post-archéologiques. Donc, l'idée, c'était pour moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là, on voit un détail dans des dessins. Donc, vous ne retrouverez pas du tout la véracité des calques. Ce sont vraiment des extraits. Et je l'ai fait de manière très libre. Hein. Il n'y a aucune... on va dire que ce n'est pas un travail scientifique de reproduction. Donc ces paysages post-archéologiques, ils sont installés comme ça, sous la forme d'une installation de 9 plaques, donc il y en a 9, sur lesquelles on peut voir ces différents motifs que j'ai extraits. Et je me suis quand même raconté une fiction pour créer cette œuvre. La fiction que je me suis imaginée, je me suis demandé ce qui se passerait peut-être dans 150, 200 ans, avec ces grottes. Et je me suis imaginé un monde dans lequel peut-être on ne pourrait plus vraiment avoir accès aux images, et seules certaines images seraient restées, et ces images seraient les premières images, c'est-à-dire les images des grottes. Donc c'est une histoire complètement inventée, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'appeler ça des paysages post-archéologiques. Pour moi, c'est une vision un peu... de science-fiction, du futur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer que deviendront ces images? Il y a des gens qui vont me dire tout le monde va les oublier. Moi, je me suis imaginé que c'est les seules qui resteraient, en fait, peut-être. Voilà. Et pourquoi les paysages aussi? Parce que là, on ne le voit pas bien, mais l'idée, c'est de les voir, donc de se balader, de les voir comme une vue d'avion ou d'oiseau, et de les regarder comme on pourrait regarder les géoglyphes. Je ne sais pas si vous connaissez les géoglyphes de Nazca, mais c'est cette idée qu'on a des dessins qui sont à l'échelle du paysage et qu'on peut voir vue du ciel. Donc, une fois que cette installation a été réalisée, j'ai eu besoin de rajouter encore une nouvelle couche, une nouvelle strate à ce travail-là sur les calques. Et j'ai décidé de réaliser un film. Pareil, je peux utiliser dans mon travail la vidéo avec un travail qui peut se rapprocher du documentaire. Là, je me suis dit, pareil, ça ne suffira pas ou ça ne fonctionnera pas sur ce sujet-là. Donc, j'ai travaillé avec le Centre national de la préhistoire qui m'a formée à la photogrammétrie, qui est maintenant très utilisée dans le grand public, qui permet de scanner en fait en 3D tous des objets, tout ce que vous voulez. Et donc moi, avec cette technique-là, j'ai scanné mes paysages post-archéologiques. Les archéologues l'utilisent aussi pour les grottes. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait les relevés, c'est directement en 3D, on ne touche pas, surtout pas la paroi. Donc j'ai obtenu des copies, des répliques 3D de mes paysages fictifs, et j'en ai fait un film dont je vais vous montrer un extrait, qui s'appelle les paysages post-archéologiques.
Je coupe. Je préfère. Voilà, donc je vous montre. C'est un film que je montre plutôt dans des conditions d'installation. C'est aussi pour ça que je le coupe. Donc là, c'est une installation qui a été montrée pour la Nuit Blanche. Certains l'ont vu dans l'église Saint-Denis, dans le Marais, en 2025. Et c'est une installation qui se veut évolutive, dans le sens où moi, je travaille beaucoup in situ, c'est-à-dire que j'adapte aussi la forme au lieu. Donc c'est une église, c'était intéressant parce que, effectivement, vous l'avez compris, les grands préhistoriens du début du siècle étaient des prêtres. Donc c'était assez étonnant finalement, parce que je n'avais pas demandé cette église, hein, donc c'est la mairie de Paris qui me l'a proposée. Donc j'avais envie de répondre à ce lieu et qui est assez écrasant et monumental, donc c'était pas forcément simple de l'investir. Et donc j'ai voulu remettre ces calques, donc toutes les feuilles blanches que vous voyez, ce sont des grands rouleaux de calques qui sont déployés comme ça dans la nef centrale, et ils sont rétroéclairés, ils sont vides. Et pour moi, c'était aussi ce rappel de ce moment fondateur de la découverte des calques et aussi ce matériau qui est le calque, qui m'intéresse particulièrement parce que c'est un matériau de la transparence, de la copie. Et je vous montrerai après, c'est un matériau qui a des propriétés assez intéressantes quand on cache des choses derrière. Donc voilà, j'ai voulu disposer, mettre en lumière aussi ce matériau qui est le calque. Et au centre, vous voyez le film que vous venez de voir, qui a été exposé de manière assez monumentale dans cette église. J'ai aussi, alors je ne sais pas, on le voit. Oui, vous l'avez vu tout à l'heure, mais voilà, j'ai aussi exposé cette installation avec les plaques d'origine, donc qui sont finalement, c'est comme si je montrais les documents qui ont servi à faire le film. Donc c'est aussi une forme qui a existé. Donc là, c'était au pôle d'interprétation de la préhistoire. Voilà. Ah voilà, des très belles photographies de l'installation. Alors, la dernière partie de ma conférence, dans cette dernière partie, j'aimerais parler de cette idée de la collecte dont j'ai parlé au tout début, qui est revenue en fait au fil du travail comme une pratique permanente. Comme je disais, donc je me suis beaucoup amusée à ramener des choses, donc des pierres, des feuilles, des écorces, des pommes de pin, tout ce que je trouvais dans l'atelier. Et puis, quand il a été question de produire à partir de ce que j'avais récolté, cette forme est apparue assez tard finalement, en 2023. Donc c'est une installation qui s'appelle Unveils. En anglais, ça veut dire dévoiler ou voiler, comme on veut. C'est pour ça qu'il y a veils entre parenthèses. Et comme je vous disais, j'ai joué aussi avec la propriété du calque dans cette installation, parce que plus vous vous éloignez en fait de l'installation, plus les formes deviennent nettes, et plus vous vous rapprochez, plus les formes deviennent floues. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant avec le calque. Et c'est ma collection d'objets collectés ici que vous voyez, puisque chacun des bâtons qui sont dissimulés derrière ce voile a été réalisé à partir de choses que j'ai glanées dans la nature. Donc ça peut être des pierres, comme je disais, des feuilles. On peut trouver toutes sortes de choses, et je les ai emplâtrées, donc je les ai enrobées de plâtre. C'est pour ça qu'elles ont cette consistance et qu'elles sont blanches, donc elles sont peintes en blanc après. Et les formes qu'on voit ne sont pas forcément les formes d'origine. C'est-à-dire qu'on peut avoir une pierre qui ne ressemble plus à une pierre, parce qu'elle a été tellement emplâtrée qu'elle a pris complètement une autre forme. Et l'idée, c'était de jouer aussi sur l'imaginaire qu'on a des muséums d'archéologie, d'histoire naturelle, où il y a toujours ces classements dans les vitrines. Il y en a ici aussi à l'IPH, j'en ai vu. Il y a ce côté très classé par taille, etc. Et on les a tous vus. On a tous été confrontés à des vitrines de ce type-là.
Et quelque part, parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. Parfois, il y a une inaccessibilité à ce qu'on est en train de voir. Et c'est aussi pour ça que je voulais jouer avec cet imaginaire-là, parce qu'on peut y voir ce qu'on veut, en fait. On peut y voir des bâtons chamaniques, on peut y voir peut-être des armes. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'on dirait des ossements de baleine. Voilà. Donc, j'aime aussi laisser cette possibilité, tout en jouant sur un imaginaire de ces musées qu'on connaît tous. Voilà, une autre version. Et en fait, j'en viens à cette idée de la collecte, parce que c'est vrai que moi, ces marches sur la colline de Lascaux, ça a ouvert un champ qui est bien plus large que la préhistoire. Comme je vous le disais, j'ai commencé à devenir attentive à tout ce qui m'entourait, à glaner tout un tas de choses qui ne m'intéressaient pas forcément auparavant. Et cette pièce-là, elle a été très importante pour moi, donc je l'ai appelée achéropoïétèse. C'est un néologisme complet qui est inspiré d'un mot compliqué, d'un adjectif qui est achéropoïète, qui veut dire une image non faite des mains de l'homme. Pourquoi je l'ai appelée comme ça? Parce que cette écorce d'aulne m'a été rapportée par mon fils à l'époque où j'étais très intéressée par la préhistoire, et donc on marchait beaucoup dans la région de Lascaux, et il m'a ramené cette écorce en me disant: regarde, il y a des dessins préhistoriques à l'intérieur, chose très intéressante. Alors ce ne sont pas des figures préhistoriques, ce sont des tracés de passage d'insectes xylophages. Vous avez dû en voir quand vous vous promenez dans la nature, souvent dans les branches, voilà, on en trouve. Et alors celui-là était particulièrement beau. Et ça a été pour moi une révélation, parce qu'il y avait vraiment cette attention de l'enfance dont je parlais tout à l'heure, à voir des choses auxquelles les adultes ne font pas attention. Et par ailleurs, il y a aussi cette idée qui m'est venue un peu plus tard, que la nature est capable de dessiner. Et donc cette œuvre, elle est très très simple. Finalement, le geste, c'est de repasser avec de l'encre blanche dans le tracé de l'insecte. Ça s'arrête là, en fait, l'intervention artistique. Et donc ça a été vraiment un point de départ, en fait, pour d'autres réflexions. C'est aussi, et pareil, c'est arrivé plus tard dans ce que j'ai découvert, mais finalement, c'est un mode d'attention à ce qui nous entoure qui est très proche de celui des préhistoriques, puisqu'on voit bien dans les grottes que, par exemple à Chauvet, c'est très clair qu'ils utilisent la paroi existante pour continuer ce que la nature a déjà produit. Et donc finalement, à cet endroit-là, j'ai eu l'impression de faire le lien finalement entre mon attention à la nature, à ce que je regardais de manière différente, et l'art préhistorique. C'est une autre déclinaison, on va dire, de cette réflexion. Cette œuvre qui s'appelle The Infinite Cave, Body Rivers, qui est une œuvre ouverte dans le sens où elle continue. Elle est partie d'une collection que je faisais, donc j'archive, comme je vous disais, beaucoup de choses. Et là, j'archivais des plans de grottes. Alors là, on sort de Lascaux, c'est toutes les grottes. Tous les plans que je trouvais, je les archivais. Et en discutant avec un sculpteur, il y a beaucoup de sculpteurs en fait qui font des répliques de grottes, donc c'est très intéressant de parler avec eux, parce qu'ils essaient de reproduire vraiment les détails géologiques, donc ils sont très proches de ce que fait la nature en termes de géologie. Et il m'expliquait le temps de création géologique, c'est-à-dire il me disait en fait le temps de création géologique c'est invisible à l'œil nu, puisque c'est des milliers d'années où les choses se forment. Et donc ce qu'il m'a raconté m'a fascinée. Et donc, après cette discussion, j'ai re-regardé mes plans de grotte et je me suis dit, mais finalement, ces plans de grotte, ce sont des dessins. En fait, ce sont des dessins de rivières. Et donc, j'ai commencé à reproduire ces plans. Donc là, il y a ma collection en date de 2023. Il y en a 14, qui sont des dessins à l'encre de Chine de ces différentes grottes. Le noir étant la cavité, ce qui est vide et rempli par l'encre de Chine. Et je les ai toutes mises à peu près à la même échelle pour qu'on puisse les comparer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ces formes sont étonnantes, c'est-à-dire qu'elles ne se ressemblent pas et elles nous évoquent tout un tas d'autres formes qu'on peut trouver dans la nature. Et comme vous le voyez, j'ai suspendu à côté de ces plans de grottes des branches que je collecte et qui répondent par leur forme quand je trouve les bonnes branches. Donc ça dépend aussi du hasard. Hein. Finalement, le hasard est très présent dans les marches et dans ce que je trouve. Je les peins à l'encre de Chine et je les expose avec les dessins.
Alors, il y a une autre... il y a une autre collecte des formes. Alors c'est inédit, je n'ai jamais montré ce film. J'ai aussi, comme j'ai travaillé avec le Centre national de la préhistoire, j'ai aussi pas mal fouillé dans leurs archives. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les archives. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à tout un tas de plans 3D de cavités. Et les plans 3D, c'est aussi assez fascinant. Et donc je leur ai demandé de saucissonner des morceaux de grottes qui me plaisaient esthétiquement, dans leur forme, qui me troublaient en fait. Et donc j'en ai fait un film. Donc là, il ne s'agit pas que de Lascaux, hein, il y a plein de grottes différentes. Regardant pas plus tard que la semaine dernière, j'ai trouvé le terme que vous connaissez peut-être d'inquiétante étrangeté. C'est vraiment l'effet que me procure le film et ses formes. En fait, elles sont à la fois familières et étranges. Voilà. Finalement, cette recherche, elle a quand même duré quelques années. Et il a fallu à un moment donné refermer la grotte, ce qui n'est pas simple. Parce que ce sont des sujets très envahissants, les grottes. Je l'ai partagé, cette obsession avec des préhistoriens, des artistes, et on est tous dans un état un peu d'obsession, donc on a du mal à terminer. Il a fallu quand même le faire, sur Lascaux en tout cas. J'ai finalement, en 2024, accepté de montrer des images, c'est-à-dire des images que j'avais réalisées à partir des calques de Glory. C'est quelque chose que je refusais de faire avant. Je ne pouvais pas le faire. Et finalement, c'est en re-regardant les calques et en les transformant complètement. Donc, vous avez vu, c'est pas du tout la même couleur. Donc, il y a tout un travail de chromie. Je voulais vraiment que ça ressemble à un tableau d'enfant. Donc, il y a une matière, on dirait de l'ardoise. Ce n'est pas de l'ardoise, c'est vraiment de l'impression. En fait, en re-regardant les calques dans le détail, je me suis aperçue qu'il y avait des yeux partout. Donc là, vous en voyez, il y a des yeux. Les photos, en tout cas que j'ai faites, sont envahies par les yeux et parfois par ce que j'appelle des visages d'animaux, parce que effectivement, si on regarde certains éléments des calques, ce sont des gravures. Attention, ce ne sont pas des peintures. Il y a vraiment des expressions très bouleversante sur les visages des animaux. Mais ça, c'est vraiment... il faut passer du temps, mais on s'en rend compte. Et donc, j'ai eu l'impression que j'étais regardée, en fait. C'est-à-dire que c'est pas moi qui regardais, c'est eux qui me regardaient. Et ça, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, là, je peux les montrer, en fait, parce que c'est eux qui me regardent. J'ai eu l'impression que là, j'avais le droit, en fait, de montrer ces documents. Et c'est quelque chose qui est très difficile à voir si vous allez dans la grotte, même avec une lampe torche. C'est vraiment les calques qui permettent de voir ces visages et ces yeux. Donc j'ai appelé ça les yeux des merveilles. Donc ce sont des impressions de photographie avec un sable bleu qui est lancé en fait sur le papier. Le sable bleu est apparu aussi de manière inattendue
dans mon travail à ce moment-là. Le bleu, alors c'était complètement inconscient, mais en discutant avec les préhistoriens, un préhistorien m'a dit mais c'est intéressant parce que le bleu c'est la seule couleur qu'il n'y a pas dans les grottes. Voilà, c'est la seule explication que j'ai pour le moment. Donc voilà une autre... c'est une série de plusieurs images. Et c'est vrai que, pour conclure, la question le titre de la conférence, c'est « Revoir Lascaux ». Est-ce que j'ai vu Lascaux? Est-ce que je l'ai revu? Je ne sais pas répondre, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lascaux m'a vu. Et je pense que c'est important, ce renversement-là, parce que j'ai l'impression que je suis rentrée en contact avec la grotte. Comme je vous disais, la grotte, les gens qui la fréquentent la personnalisent. Pour eux, c'est un être vivant. Mais je suis aussi rentrée en contact avec les gens qui travaillent dans la grotte, donc les préhistoriens, le gardien de la grotte qui a fini par m'ouvrir la porte, puisque je passais beaucoup de temps devant, des insectes, des arbres, des animaux, ces animaux du fond des âges, en fait, qui m'ont regardée. Et j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut regarder la préhistoire. C'est que je pense qu'on fantasme beaucoup le fait de voir les grottes. Et j'ai l'impression que les grottes ont un message à nous passer, sans aucune dimension ésotérique. Quand je dis ça, il y a vraiment un renversement, je pense, qu'il est important de faire. Et je reciterai Michel Julien qui a dit une phrase qui dit un peu ça dans son livre sur Combarel. Il dit « Nous avons vu les grottes, mais elles ne nous attendaient plus ». Donc il y a vraiment cette idée qu'en fait, peut-être qu'elles nous attendaient, qu'elles avaient un message à nous délivrer, qu'elles voulaient nous dire quelque chose, mais que nous, on n'était pas peut-être assez attentifs. Voilà. Le projet, donc ce que je vous ai présenté ce soir, est le premier chapitre d'un projet plus vaste que j'ai appelé OO, et qui consiste justement à rentrer en contact avec des sites préhistoriques, archéologiques du temps long, qui sont choisis de manière non scientifique, qui sont vraiment des rencontres avec des endroits qui me parlent. Et donc, ils continuent aux États-Unis, je l'espère, avec la Villa Albertine, dans un lieu qui s'appelle Bears Ears, à Fontainebleau, j'y vais très souvent, au Brésil cet été, à la Serra des Capivara, et j'espère en Colombie dans les années qui viennent, à la Serranía de la Lindosa. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ouais. Oui, alors le gardien m'a ouvert la porte. Donc j'ai... Alors, il ne m'a pas ouvert la porte de la grotte, il m'a ouvert la porte où il y a marqué « interdiction de rentrer ». Mais c'était intéressant, parce que en fait, comme il a des caméras, et que j'étais beaucoup devant, je pense qu'il s'est dit « mais que fait cette personne ?» et à un moment donné, il a ouvert la porte, il m'a dit « mais qui êtes-vous » Donc j'ai expliqué, et en fait, je suis allée dans la guérite de surveillance, et il m'a raconté beaucoup de choses, mais ça sera dans un autre projet, parce qu'il m'a parlé pendant 3 heures. Et il n'est plus gardien. Ouais, il n'est plus gardien, il est à la retraite et je crois qu'il n'a pas été remplacé, mais il avait beaucoup de choses à raconter sur la grotte. Mais ça sera pour un prochain épisode. Merci. J'ai trouvé ça très 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 beau, les œuvres. J'avais une question sur tout le panoptique en plâtre avec les dessins qui étaient reproduits sur le panoptique en plâtre. À un moment, on voit un cheval avec un cheval à l'intérieur du cheval, plus petit, et je me posais la question si vous aviez reproduit vraiment fidèlement les dessins ou vous aviez joué avec les échelles des dessins ou en superposant comme ça ces chevaux les uns sur les autres. Alors le cheval avec le petit cheval, c'est complètement ce qu'il y a sur les calques. Après, je l'ai extrait, donc il y a plein de choses autour. Mais oui, il est très beau. Et c'est ce genre de détails qu'on peut voir à partir des calques archéologiques qui sont vraiment invisibles à l'œil nu, en fait. Donc il y a ce genre, voilà, des apparitions comme ça. Mais c'est exactement la reproduction fidèle. D'accord. Et je trouvais aussi très très beau tout le film sur les grottes en volume, puisque vous présentez finalement des vides
mais vous les présentez comme des pleins. Enfin, on a une vision très, très, très étrange. Ça devient des objets, quoi. Oui, alors c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est pareil, c'est une vue impossible de la grotte. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est que c'est comme si on coupait un bras et qu'on regardait par l'intérieur. Et il y avait 3 ou 4 modèles vidéo 3D. Il y en a un qui correspondait à la grotte Chauvet ou à la grotte, pardon, à la grotte de Lascaux ou oui, c'était le début. Ouais, la première. C'est la première. Ouais, la première. D'accord. Très bien, merci. Non, juste réagir à ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez dit sur le fait qu'on peut parfois s'extraire de la grotte comme ça avec ces technologies? Ça me fait penser à ce que m'a raconté Guy Perazio, donc, qui est un expert en relevé tridimensionnel, scanner laser, et qui a réalisé pour le ministère de la Culture le relevé donc, de la grotte de Lascaux. Il avait fait en compagnie de Jean-Michel Geneste pas mal de mesures sur les dimensions des animaux de la salle des taureaux, donc qui est la salle un peu principale de la grotte, celle dans laquelle on entre en premier. Et il m'avait dit que d'après lui, ce qu'il avait pu observer, ça demanderait peut-être à être vérifié. Le point de vue depuis lequel tous ces animaux retrouvent toutes leurs justes proportions, parce qu'il y a beaucoup d'anamorphose, les animaux sont un peu déformés sur la paroi. C'est un point de vue qui n'existe pas physiquement dans la grotte, en fait, justement. Donc, d'après lui, il semblerait que tout ça ait été peint. Alors là, ça pose beaucoup de questions. Il y a 22 000 ans, pour que, finalement, ça soit vu, entre guillemets, depuis un point de vue extérieur à la cavité, zénitale, en fait. Bon, je partage cette réflexion. Oui, c'est intéressant. Ouais, merci. Je crois que aussi. Frédéric. Je me demandais pourquoi ce choix de son, enfin de musique sur vos films, les vibrations et les. Ouais. Alors c'est un choix. En fait, toutes les musiques. Donc la première musique, elle a été composée à partir par un compositeur de musique contemporaine qui s'appelle David Chalmin, à partir de musiques qui ont été composées par Eliane Radig, qui est décédée en février de cette année, qui était une pionnière de la musique électronique et qui a travaillé beaucoup sur le silence. Elle a aussi beaucoup travaillé sur la mort, elle a vécu dans des monastères bouddhistes. Et en fait, moi, c'est une musique qui m'a complètement bouleversée quand je l'ai entendue. Et j'ai eu vraiment l'impression que c'était la musique des grottes, en fait. Donc c'est vraiment... Et donc la deuxième musique donc sur les grottes en 3D, c'est Eliane Radig. Je me suis permis de la mettre parce qu'on n'est pas dans une expo. Et j'aurais rêvé de collaborer avec elle, mais malheureusement, elle nous a quittés. Oui, j'ai une question concernant ta pratique artistique. On voit qu'il y a beaucoup de similitudes avec des méthodes archéologiques. Et je voulais savoir, en fait, si tu pouvais nous parler plus précisément de comment l'un nourrit l'autre et comment tu t'en inspires par rapport à tous les travaux d'archéologie et leurs méthodes. Alors, en effet, c'est vrai que par exemple, le projet des paysages post-archéologiques, j'ai utilisé des techniques de reproduction de grottes qui sont celles des archéologues. Alors, avec un niveau, on n'est pas sur des choses très, très, très technologiques, mais en tout cas, je travaille à la manière d'un archéologue. Et c'est vrai, ce qui a été intéressant sur ce projet-là, c'est que j'ai vraiment collaboré avec le Centre national de la préhistoire. Donc je suis allée sur place, j'ai rencontré une des personnes qui était spécialisée en photogrammétrie et en fait elle m'a formée au début et ensuite on a collaboré sur le film. Et c'est une collaboration qui continue. Enfin, je pense que quand il y aura d'autres projets, il est possible que je recommence à travailler avec elle. Donc c'est vraiment... La technologie m'intéresse, mais elle est toujours... elle vient toujours de manière intuitive, c'est-à-dire que je pars jamais de la technologie archéologique pour faire un projet. C'est en me baladant dans les images que je me dis tiens, là j'aimerais avoir un rendu comme ça ou j'aimerais travailler de cette manière-là. Après, j'ai toujours été fascinée par l'archéologie.
J'ai fait les films que j'ai fait il y a quelques années. J'ai fait 2 films il y a quelques années. C'était justement une observation des gestes des archéologues sur des chantiers de fouilles. Donc je suis assez fascinée finalement par cette pratique. C'est pour ça qu'elle nourrit beaucoup mon travail. Et le calque dans tout ça? Ah ben, le calque, justement, le calque est aussi... Alors, je m'en suis rendu compte, pour le coup, après. Le calque a toujours été dans mon travail. Avant l'archéologie, j'ai travaillé sur un de mes premiers films, c'était un travail sur les archives d'un hôpital psychiatrique en Angleterre, qui est le premier hôpital psychiatrique au monde, qui s'appelle le Bethlehem Royal Hospital. Donc, j'ai travaillé sur les archives photographiques de cet hôpital. Et en fait, dans ce film, il y a des reproductions des contours des photographies de ces archives sur des calques. Et je filme les calques en train de se décomposer dans l'eau. Donc le calque était déjà là avant, mais il s'avère que, coïncidence ou pas, c'est une pratique qui a été utilisée beaucoup par les archéologues. Donc il est revenu à moi sans prévenir. Tout comme les archives, ouais. Et où est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Alors, mes œuvres, vous pouvez les voir à l'atelier. J'ai un atelier qui est tout près, donc dans le 5e à Césure, sur mon site internet et bientôt dans des expositions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez été conquis par mon récit. Je parle beaucoup de récits, en fait. J'aime bien raconter des histoires. N'hésitez pas à me suivre et à m'écrire si vous voulez me faire des remarques aussi. J'aime beaucoup échanger sur le sujet. Et je crois qu'on a la chance d'avoir le photographe aussi. Oui, alors on a la chance d'avoir des gens qui ont beaucoup nourri mon travail. Ils ne sont pas tous là. Mais Cyril, la plupart des photographies que vous avez vues dans la présentation ont été réalisées par Cyril, qui est là, qui est photographe d'architecture. Donc ça, c'est important pour moi parce que je travaille beaucoup dans l'espace, comme vous l'avez vu, et photographier l'espace, photographier des architectures, c'est très particulier. Et donc, il faut les artistes qui savent faire ça. Donc voilà, c'est aussi une collaboration très importante pour moi. Merci Cyril. Bravo. Il va beaucoup m'en vouloir, mais j'aimerais juste donner la parole à Eric, qui a été aussi à l'origine de un peu cette révélation de Lascaux et qui nourrit beaucoup ton travail. Si tu peux nous dire un mot sur ce que tu as ressenti du travail de Nathalie par rapport à ce que vous avez fait. Merci, je suis à l'origine de rien du tout. J'ai juste eu le privilège d'aller dans la grotte il y a quelques temps. Au moment de la préparation de ce qui allait devenir ensuite le centre qui a été présenté au tout début d'art pariétal, qui au départ d'ailleurs devait être un centre qui devait recenser toutes les grottes du monde entier, et puis qui ensuite, pour des raisons budgétaires, je crois, a été un peu réduit à Lascaux, mais c'est déjà une très belle réalisation. Voilà, non, je n'avais pas, comme je dis à Élise, moi je suis assez timide pour poser des questions, mais je voulais savoir si par exemple vous aviez ressenti des présences, parce que je me suis beaucoup baladé dans la forêt aussi. Et à l'intérieur de la grotte, j'ai eu comme d'autres, j'imagine, mais effectivement une expérience un peu particulière, de sentir des présences très très fortes. Présence derrière moi en fait. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous arrivait de voir des rencontres d'un autre type. Alors je n'ai pas été dans la grotte, donc j'ai pas fait cette expérience. Après, comme je le disais, j'ai eu l'impression d'être regardée par les animaux. Donc il y a quand même cette dimension vivante en fait. On a l'impression qu'on n'est pas dans quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est fini en fait. On est dans quelque chose qui continue à vivre. La grotte continue à vivre, les peintures continuent à vivre, ça c'est important de le dire. Mais j'ai eu des échanges, notamment avec le gardien, dont je parlais tout à l'heure, sur cette question des présences. Et pour reparler de Pedro, tu parlais de Jean-Michel Geneste. Jean-Michel Geneste a fait venir, je ne sais plus si c'est des aborigènes. En tout cas, il a fait venir
il me semble que c'est des aborigènes, à Lascaux. Donc Jean-Michel Jeunesse, qui est l'ancien conservateur de la grotte, un grand préhistorien. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux ont dit mais attendez, on ne peut pas rentrer dans la grotte comme ça. En fait, elle est habitée par des esprits. Donc il faut qu'on fasse une cérémonie. Et donc eux ont fait une cérémonie à l'entrée, ils l'ont imposée. Donc tout le monde a dû s'adapter. Parce qu'ils ont dit mais qu'est-ce que vous faites en fait, c'est n'importe quoi votre façon de pénétrer dans ces lieux. Vous n'avez pas du tout les... Voilà, nous on peut pas, quand il y a les ancêtres qui sont là, les esprits, on est obligé de mettre en place un rituel. Donc je pense que oui, enfin, je l'ai pas expérimenté à l'intérieur, mais ça me paraît assez évident, peut-être. Je sais pas si c'est évident le mot, mais... Alors, il faut que je retrouve le site. Il y a un site aborigène, c'est Terre d'Armen. Ça s'appelle la Terre d'Armen. Et donc, Jean-Michel Jeunesse a fouillé, a travaillé sur un chantier de fouilles archéologiques en Terre d'Armen, parce qu'il y a énormément de peintures rupestres qui sont magnifiques en Terre d'Armen. Et donc, eux n'ont pas du tout les mêmes rapports à la préhistoire que nous, à la conservation, à leur rapport à ces peintures, puisque les cultures aborigènes, ça n'a rien à voir en termes de perception du temps. Et Jean-Michel, lui, il essaie de croiser notre vision de la préhistoire européenne, qui est quand même particulière, avec d'autres perceptions extra-européennes. Donc ça, c'est aussi, c'est pour ça que je vais aller faire des repérages dans d'autres continents, parce que je pense qu'on voit d'autres choses, en fait, et on aborde les choses d'une manière complètement différente. Eh bien, merci infiniment. Merci. Nathalie. Vous dire également que si vous voulez prolonger cette discussion avec Nathalie, on peut se retrouver au Baratin, qui est juste à côté, qui est au 41 boulevard Saint-Marcel, donc vraiment en sortant juste à gauche. Et vous dire également que ce colloque est la première étape d'un travail que fait la Fondation IPH autour de l'art et la science, comment révéler d'une autre manière la science, comment révéler la recherche, qui est vraiment l'objectif de ce lieu magnifique. Et vous dire également qu'elle a été captée, donc si ça vous intéresse de réécouter, vous pouvez envoyer un petit message à Nathalie. Vous avez tous les liens là. Et on était ravis de vous accueillir. Merci infiniment. Merci.